Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. En début de semaine, le président de la République, Emmanuel Macron, était en visite officielle à Tirana, capitale de l'Albanie. C'est la première visite d'un président français en Albanie depuis 1912. Alors l'objectif est d'apporter le soutien de Paris à l'intégration européenne de ce pays. L'Albanie avait déjà déposé sa candidature d'adhésion à l'Union européenne en 2009, obtenu le statut de candidat en 2014 et les négociations ont été ouvertes en juillet 2022. Alors, notons que l'Albanie n'est pas le seul pays de la région des Balkans candidat à l'Union européenne. Vous avez plusieurs pays sur liste d'attente, la Bosnie, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro, mais aussi la Serbie. Seul problème qu'apparemment Emmanuel Macron avait occulté, c'est que l'Albanie a une civilisation très éloignée de la nôtre. Le gouvernement est dominé par la mafia, elle est corrompue, elle est alliée aussi politique. Les alliés aussi politiques de l'Albanie ne sont pas toujours nos amis, en particulier la Turquie. Alors c'est une étape importante vers l'élargissement de l'Union européenne aux pays des Balkans occidentaux, mais quelles valeurs véritablement communes nous partageons avec le pays dit des aigles? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Nicolas Bay. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Vous êtes député européen depuis 2014, vous êtes conseiller régional de Normandie, président du groupe au Conseil régional de Normandie, vice-président de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Vous êtes rendu il y a un an, en octobre 2022, au Kosovo et en janvier 2023 en Bosnie. On va y revenir ensemble. Et je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui était lundi et mardi donc en Albanie pour s'entretenir avec le Premier ministre albanais. Donc on l'a dit, une première pour la diplomatie française. Et le président a affirmé que l'avenir de l'Albanie est pleinement européen. Je vous propose de l'écouter. Si l'Europe veut se penser comme puissance, veut avoir un destin géopolitique, elle a besoin de se réunifier. Et à ce titre, je le dis ici aussi avec beaucoup d'humilité et d'ambition, ça n'est pas un cadeau qui est fait à l'Albanie, à son peuple, que celui justement du processus qui a commencé. C'est bon pour vous, c'est bon pour nous. Et c'est un choix géopolitique et une volonté commune. Voilà, c'est bon pour vous, c'est bon pour nous. Voilà les propos d'Emmanuel Macron. Nicolas Bay, ce projet d'addition de l'Albanie à l'Union européenne, vous le partagez avec Emmanuel Macron ? Non, je le partage évidemment pas. Je vois pas bien en quoi ça pourrait être bon pour nous. Je vois éventuellement en quoi les Albanais pourraient être les bénéficiaires, en effet, de cette adhésion, d'une hypothétique adhésion à l'Union européenne. Pour eux, ce serait sans doute bénéfique, notamment sur le plan économique. Mais évidemment, ça ne correspond pas à nos intérêts. Je vais revenir un court instant en rappelant quand même que, normalement, quand le président de la République française se déplace à l'étranger, il y va pour y servir les intérêts de la France. Il n'y va pas pour dire à ses interlocuteurs sur place ce qu'ils ont envie d'entendre. Or, ce qui caractérise quand même Emmanuel Macron, c'est que systématiquement, quand il va à l'étranger, il va dire aux gens ce qu'ils veulent entendre au détriment de nos intérêts. Il va en Algérie, il dit la colonisation était un crime contre l'humanité. Il dit il n'y a pas de culture française. Là, il va en Albanie et il dit vous avez vocation à intégrer l'Union européenne. Il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais finalement, c'est l'idée. Et quand il parle de valeurs communes, c'est assez stupéfiant parce qu'on peut quand même légitimement s'interroger sur quelles sont les valeurs. La faiblesse structurelle de l'Union européenne, c'est qu'elle n'a jamais défini quelles sont ses valeurs, au sens qu'elles sont des valeurs spécifiquement européennes qui les distinguent du reste du monde. Et d'ailleurs, ça renvoie au vieux débat de Chirac qui, à l'époque, qui n'était pas une trahison près, avait refusé que les racines chrétiennes de l'Europe soient inscrites dans les textes fondateurs de l'Union européenne. Bon, on en est toujours finalement au même point. Macron nous dit on a des valeurs communes. Alors, quelles sont les valeurs communes avec un pays qui est à 60% musulman, qui est envahisseur des pays voisins, je pense évidemment à la province du Kosovo en Serbie, qui est totalement sous tutelle de la Turquie, qui, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, est un État mafieux, ouvertement mafieux, reconnu comme tel par le monde entier, et qui est un pays totalement corrompu, qui donc ne répond à aucune des normes et des règles de convergence ni historique, ni culturelle, ni économique, ni démocratique, qui normalement sont les critères officiels pour intégrer, pour engager un processus d'adhésion. Mais évidemment, le drame de l'Union européenne, c'est que c'est une espèce d'élargissement sans fin, et on le voit avec la Turquie. On a ouvert, il y a des années maintenant, le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Officiellement, ce processus d'adhésion n'est toujours pas refermé. On sait très bien que
cette perspective s'éloigne évidemment, et plus personne ne souhaite aujourd'hui que la Turquie intègre l'Union européenne, mais le simple fait de maintenir le processus d'adhésion en cours, ça permet à l'Union européenne de verser des sommes astronomiques à la Turquie, 50 milliards d'euros au cours des 20 dernières années, au titre de la Banque européenne d'investissement, au titre des fonds de préadhésion, au titre du contrôle de l'immigration. Il y a toujours une bonne raison pour donner des milliards à la Turquie. Et l'Albanie, c'est une excroissance de la Turquie, il faut dire les choses simplement. Dans la zone des Balkans, qui est une zone éminemment complexe sur le plan géopolitique, l'Albanie n'est que le poste avancé de la Turquie. Et justement, on va revenir là-dessus, mais je voulais aussi parler, vous avez dit, donc il y a de la mafia, il y a de la corruption, mais alors de quoi s'agit-il précisément en Albanie? À quel point le gouvernement est mafieux et corrompu? Écoutez, moi je suis pas, je suis pas un homme politique albanais, donc il y a une opposition albanaise qui a toutes les peines du monde à se faire entendre, qui peut décrire tout ça en détail de manière plus précise. Mais enfin, il suffit de s'y rendre. Mais vous savez, même quand vous vous déplacez au Kosovo aujourd'hui, tenu par les Albanais, vous vous rendez compte du système de corruption généralisée. Par exemple, vous avez des hôtels et des stations-service qui ne sont que des blanchisseuses d'argent sale et qui ne tournent pas. Vous avez officiellement plus de volume de vente de carburant sur le territoire du Kosovo que sur l'ensemble des pays voisins. Vous avez des hôtels flambant neufs qui sont totalement vides toute l'année, voilà, et qui ne sont en réalité que des vitrines en quelque sorte, ou des paravents d'activités criminelles, d'activités illégales, de commerce illégal, de trafic divers et variés. Et derrière tout ça, il y a évidemment un système de corruption généralisée, puisque tout cela n'est possible, puisque c'est quand même visible à l'œil nu pour n'importe qui passe dans ces secteurs-là, eh bien, ça n'est possible que grâce à la bienveillance de toutes les institutions administratives et politiques. Voilà. On pourrait multiplier comme ça les exemples, mais je pense que tout le monde s'accorde à reconnaître cette réalité d'un État mafieux, d'un État qui est entre les mains de puissances étrangères, mais qui a des velléités hégémoniques, des velléités d'expansion sur les pays voisins. Et il est quand même absolument scandaleux de voir qu'un pays comme la Serbie, qui répondrait en bonne partie aux critères d'adhésion à l'Union européenne, eh bien, Bruxelles bloque au motif il faudrait que la Serbie préalablement reconnaisse l'indépendance du Kosovo, alors que on pousse aujourd'hui à tort et à travers l'adhésion de pays qui respectent aucune des normes et des critères de convergence. Et on a vu ces derniers mois, de manière ridicule d'ailleurs, il faut bien le dire, tout le monde dire qu'il fallait que l'Ukraine intègre l'Union européenne, alors que même on peut être critique et condamner l'intervention russe en Ukraine, mais de fait, l'Ukraine ne satisfait à aucun des critères pour intégrer dans un avenir proche l'Union européenne. Voilà. Donc c'est pas sérieux. On a quand même vu que les élargissements successifs avaient abouti à un affaiblissement global de l'édifice européen, en quelque sorte, avec des pays qui ont des standards économiques, sociaux, démocratiques qui n'ont rien à voir avec ceux des pays fondateurs de l'Union européenne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous a toujours vendu l'idée que plus l'Europe s'élargissait, plus elle serait forte. C'est le contraire. Et justement, et parce qu'elle fonctionne de manière totalement intégrée, c'est-à-dire comme ils veulent toujours tout faire à 27 dans un espèce de processus d'État centralisé bruxellois, eh bien ça aboutit à une inefficacité, un manque d'agilité, un manque de réactivité, donc à une impuissance collective. Ce qu'il faudrait, c'est respecter les nations, les spécificités, les singularités, les souverainetés nationales, et mettre en œuvre des coopérations qu'on n'a pas besoin de faire nécessairement à 27, qu'on doit faire avec les qui partagent notre vision pour mener à bien ces coopérations, quel qu'en soit le domaine. Et tout à fait. Et vous aviez dit, donc on l'a dit en début d'interview, vous étiez donc en octobre 2022 au Kosovo, en janvier 2023 en Bosnie. Alors évidemment, Reconquête est très concernée, notamment par l'aspect civilisationnel des pays, de la France, puis aussi des autres pays d'Europe. Et vous pensez qu'il y a aussi un choc des civilisations qui se joue dans les Balkans, entre justement cette ex-Yougoslavie, tout ça étant finalement un choc de civilisation qu'on pourrait amener dans l'Union européenne? Malheureusement, il existe déjà ce choc des civilisations. En réalité, l'histoire de l'Europe, c'est une confrontation permanente avec le monde arabo-musulman. On pense à l'invasion de l'Espagne, puis à la Reconquista, qui a été qui a permis de fonder l'unité de la nation espagnole. Mais quand on va en Serbie et quand on va au Kosovo,
eh bien, on se rend compte que la bataille du Kosovo, la bataille du Champ des Merles, qui a été l'opposition entre l'Empire ottoman et la Serbie, et qui a abouti à une défaite de la Serbie, et qui a abouti à l'époque à une occupation ottomane de la Serbie. Et bien malgré tout, c'est quand même c'est une défaite qui a été fondatrice, au sens où elle a permis de construire l'âme et l'unité de la nation serbe. Et c'est pour ça que quand on parle du Kosovo, on ne parle pas d'une province qui en réalité serait contestée depuis toujours, c'est le contraire. Le Kosovo est le cœur historique de la nation serbe. Et c'est pour ça que c'est absolument scandaleux que le Kosovo ait fait sécession, que l'Albanie s'y soit installée et que les institutions internationales aient imposé à la Serbie de se séparer du Kosovo et de lui donner l'indépendance. C'est absolument scandaleux parce qu'en fait, cette confrontation permanente entre le monde arabo-musulman et l'Europe, c'est malheureusement notre histoire. Ça n'est pas simplement l'histoire récente. Et il faut accepter cette confrontation. Et qui dit confrontation dit rapport de force. Si on veut éviter justement qu'on soit en guerre permanente, il faut être suffisamment fort pour défendre notre identité, défendre nos territoires, c'est-à-dire l'ensemble des territoires européens. Alors la zone balkanique, c'est vrai, est très complexe, mais dans les pays des Balkans, on voit aujourd'hui une offensive généralisée, pas seulement de la Turquie d'ailleurs, l'ensemble de la plupart des États du Golfe. Quand on se rend au Kosovo, on se rend compte que à la fois la Turquie, mais aussi l'Arabie Saoudite, finance des mosquées, prend des positions sur place, des positions économiques notamment, et qu'aujourd'hui, il y a une occupation et une invasion de l'Europe qui se fait de manière insidieuse. En Bosnie-Herzégovine, c'est la même chose. Il y a une partie, c'est la République serbe de Bosnie est encore relativement protégée parce que justement, on a à sa tête un parti au pouvoir et un président de la République, Milorad Dodik, qui défend l'identité des Serbes de Bosnie. Mais le reste de la Bosnie-Herzégovine, aujourd'hui, est totalement islamisé. Et évidemment, c'est très inquiétant. Et quand on voit aujourd'hui, la préoccupation d'Emmanuel Macron et de Bruxelles, c'est d'intégrer, comme vous le disiez tout à l'heure, la Macédoine du Nord, la Bosnie-Herzégovine et l'Albanie à l'Union européenne, on voit qu'il y a derrière tout ça une volonté d'anéantir notre civilisation et de placer au cœur même de l'Union européenne des pays qui n'ont rien à y faire, pas seulement en raison des critères économiques auxquels ils ne satisfont pas, mais évidemment parce qu'ils font partie d'une autre civilisation et ils font partie d'une autre culture. Mais voilà. Justement, quel est l'intérêt d'Emmanuel Macron? Parce que vous dites qu'il ne défend pas les intérêts de la France, alors il peut au moins défendre les intérêts de l'Union européenne, mais vous dites donc que l'élargissement constant de l'Union européenne participe à l'affaiblissement de l'Europe. Mais, excusez-moi, quel est véritablement l'intérêt d'Emmanuel Macron et de l'Union européenne d'accueillir un pays qui, vous dites, même si on comprend bien qu'Emmanuel Macron n'est pas sensible à la civilisation, enfin au sujet de la civilisation en question, un pays qui finalement est assez pauvre et corrompu, quel est l'intérêt véritablement de l'Europe d'élargir continuellement l'Union européenne? Je pense qu'il y a deux raisons à cela. Chez Emmanuel Macron, il y a l'hubris, il y a l'ego qui fait qu'il aimerait être celui qui prend la main sur la scène internationale et qui finalement, avec l'illusion derrière qu'un élargissement géographique serait un renforcement et qui serait mis à son crédit à lui. Mais il y a surtout, dans les institutions européennes, c'est particulièrement flagrant, l'idée finalement d'une gouvernance mondiale. C'est-à-dire, non pas refaire à l'échelle continentale, remettre en œuvre à l'échelle continentale les protections qui existaient autrefois à l'échelle nationale. Il y a des frontières européennes, des protections économiques européennes, mais plutôt considérer l'Union européenne comme une étape vers le village global, vers un monde dont la gouvernance est totalement mondialisée. Et dans cette perspective-là, eh bien, il faut procéder à un brassage des nations, une disparition de fait des nations et un brassage des peuples qui serait interchangeable. C'est une vision qui s'oppose radicalement évidemment à celle que nous défendons avec Éric Zemmour, avec Marion Maréchal. Nous considérons, nous, qu'on assiste aujourd'hui, et tant mieux, à une résurgence des nations et des identités partout dans le monde, et que cette résurgence des nations et des identités doit nous conduire évidemment à défendre ce que nous sommes pour être d'autant plus forts et d'autant plus capables de nouer des partenariats. Moi, je ne dis pas qu'avec les pays balkaniques, il faut être en guerre.
On peut avoir des relations économiques de qualité, avoir des partenariats dans beaucoup de domaines. Ce sont des pays voisins, c'est pas anodin. Ce sont des pays aussi qui peuvent être une ceinture de protection en quelque sorte, notamment s'agissant de l'immigration qui provient du Sud. Mais dire qu'on a les mêmes valeurs, qu'on a vocation à être dans le même espace de libre circulation avec Schengen, espace de libre circulation des capitaux et des biens dans le cadre du marché européen, c'est évidemment une folie. Merci Nicolas Bay. Je rappelle, vous êtes vice-président de Reconquête et eurodéputé depuis 2014. Merci à vous.